Je pourrais commencer pour casser la glace avec les éditions David avec un livre que je viens tout juste de relire. Je vais vous expliquer pourquoi, si ça vous tente. En fait, on a eu un beau mandat cet été, Nicolas et moi, avec le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est de l'Ontario, le CECCE. Est-ce qu'il y a des gens du CECCE dans la salle? Faites du bruit! Donc, on a eu un beau mandat avec le CECCE de réaliser des sélections de livres euh, qui mettent en évidence différentes diversités. Donc, une des diversités qu'on devait mettre en évidence, c'était les populations immigrantes, les réalités des populations immigrantes. On avait une sélection de livres à faire sur les personnes, dans le fond, de différentes. Voyons, ça va finir par réussir à dire. On avait une sélection de livres à faire sur les personnes de différentes origines culturelles et une sélection à faire sur les réalités des personnes immigrantes. Donc, c'est deux thématiques différentes. Dans la première thématique, on avait des albums où les personnages représentés sont de différentes origines culturelles, mais ce n'est pas ça le thème spécifique de l'album. Dans la deuxième sélection, là, il fallait que ce soit des albums qui parlent de la réalité. Donc, qu'elles vivent ces personnes immigrantes lorsqu'elles arrivent au pays? Et c'est dans ce contexte, petite parenthèse, que j'ai relu Entre ici et là-bas de Michel Matteux, qui est publié justement aux éditions David. Donc, tous les livres qu'on va vous présenter des éditions David aujourd'hui sont des livres qui sont parus dans leur collection 14-18. La collection 14-18, ce n'est pas la guerre, c'est le groupe d'âge. Donc, c'est des livres pour les jeunes de 14 à 18 ans. On est dans un niveau de lecture qui est soutenu. On n'est pas dans le roman à gros caractères, là. On est dans des romans avec beaucoup de textes, niveau de lecture soutenu. Puis franchement, beaucoup des romans qu'on va vous présenter mettent en scène des adolescents, des réalités adolescentes, mais dans plusieurs cas, c'est des romans qui peuvent plaire autant aux adultes qu'aux adolescents, là. Les thématiques qui sont abordées, la langue, les réalités qui sont relatées là, peuvent intéresser tout le monde. Ce roman-ci raconte l'histoire de Ganaël. Ganaël vient d'un pays d'Afrique de l'Est qui n'est jamais nommé. Elle a grandi en Afrique de l'Est et ses parents ont décidé, pour des raisons familiales et économiques, d'émigrer à Ottawa. Le roman raconte vraiment les 2 ou 3 premières années d'adaptation au pays de cette jeune adolescente. En fait, ça fait 3 ans qu'ils sont arrivés, puis ça va être comme la 4e année d'adaptation au pays. Surtout, je vous dirais, le roman raconte l'adaptation des parents au pays selon le point de vue de Ganaël. Entre autres, l'adaptation de sa mère. La mère de Ganaël va avoir plus de difficultés que d'autres membres de la famille à apprendre la langue, notamment l'anglais, parce que dans ce contexte-là, c'est l'anglais qu'elle décide d'apprendre à Ottawa. Elle parle le français, mais pour se trouver un emploi, ce n'est pas aussi évident que si elle parlait l'anglais. Puis elle va faire ses cours d'anglais. Et entre autres, à un moment donné, il y a une scène où le professeur lui inscrit sur la feuille qu'elle a de la difficulté avec les idioms. Puis elle pense qu'elle se fait traiter d'idiote. Puis elle est bien insultée de ça. Et ça la décourage, puis elle veut tout laisser tomber, ses cours d'anglais, tout ça. Et c'est vraiment dans la relation entre la jeune fille et la mère qui va réussir éventuellement à avoir un déclic pour aider la mère à s'adapter au pays. En même temps, la jeune fille vit plein de situations où, culturellement, les parents ne veulent pas qu'elle fasse certaines activités, ne veulent pas qu'elle fréquente certaines personnes, veulent qu'elle rentre tôt. Ils ont des craintes envers ces activités. Donc, elle va avoir un sentiment d'injustice assez grandissant. Elle va avoir aussi une amie dont la famille a émigré. La famille a émigré, en fait, j'ai oublié de le mentionner, mais parce que le père était journaliste et qui était menacé pour sa vie. Elle a une amie dont la famille a émigré vraiment par choix.
Puis, on va voir les différences au niveau de l'adaptation dans les deux familles. Puis, le père aussi va lui raconter, va lui expliquer pourquoi pour lui, ce n'est pas le même type d'immigration. Donc, tout au long du roman, on va vivre une année dans la vie de Ganaël qui va lier des amitiés, décevoir ses parents, perdre la confiance de ses parents, regagner la confiance de ses parents, accompagner sa mère dans une dépression suite à l'immigration. C'est vraiment, vraiment un roman très touchant, très humain. Et je vais vous lire un petit extrait de ce roman. Elle va étudier à la bibliothèque, puis son père, qui ne lui fait plus vraiment confiance parce qu'elle a dit un jour qu'elle allait étudier à la bibliothèque, mais en fait, elle s'en allait à une fête. Son père, quand elle va étudier à la bibliothèque, surgit parfois dans la bibliothèque pour vérifier si elle est toujours là. Papa est survenu un peu avant la fermeture de la bibliothèque. Je m'y attendais. Arriver à l'improviste, c'est devenu sa façon. Comme il se faisait tard et que le quartier n'est pas toujours sûr à la nuit tombée, papa a offert à Rosemary de la raccompagner chez elle. C'est son amie qui vient d'une famille qui a aussi immigré, mais pour d'autres raisons. Nous avons marché tous les trois et conversé. Il a vu la grande maison où elle habite, une maison bourgeoise, qu'il m'a dit quand Rosemary fut rentrée. C'est la première fois que j'entendais cette expression. Tu crois, papa, que nous habiterons nous aussi dans une grande maison comme celle-là quand nous serons tous devenus Canadiens? Il a haussé les épaules et j'ai vu un doute se dessiner sur ses lèvres. Mon père n'était pas du tout convaincu. Il m'a demandé, Rosemary est au Canada depuis longtemps? Ses parents sont venus étudier ici, puis ils ont décidé de rester. Rosemary et ses frères sont nés ici. Ah, ça fait une grande différence, ça, Ganaël. Leur histoire d'immigration avait beaucoup de chances de réussir. Émigrer de son plein gré, c'est une situation positive et motivante. Par contre, arriver sans n'avoir vraiment rien décidé, poussé par des circonstances néfastes comme c'est notre cas, c'est une toute autre histoire. C'est quoi la différence? On doit s'adapter de toute façon. La différence, c'est la liberté, ma fille. Oui, et la dignité qui vient avec la liberté. Il est plus facile d'accepter les conséquences d'une décision qu'on a eu le choix de prendre et à laquelle on a pu réfléchir. Il a mis sa main sur mon épaule avant d'ajouter « On n'emporte pas sa case en voyage, mon enfant, surtout quand il faut fuir. Nous avons encore bien des obstacles à vaincre. » C'est vraiment un beau roman. Puis, je voudrais préciser que Michel Matteau avait écrit une pièce de théâtre avec une collègue que je vais vous nommer, qui s'appelle Esther Beauchemin. La pièce de théâtre s'appelait Terre d'accueil et c'est à partir du texte de cette pièce de théâtre-là qu'elle a écrit le roman Entre ici et là-bas. Puis c'est un roman qui est le fruit de beaucoup de recherches et d'entrevues qu'elle a réalisées avec plusieurs personnes immigrantes. Donc, elle a vraiment transposé ces recherches et ces entrevues-là dans la narration de ce roman. À découvrir, donc, Entre ici et là-bas. Puis, c'est un roman qui fait, je vous dirais, 160 pages, donc pas trop, trop long, mais un texte assez dense quand même, là, une bonne lecture. Est-ce que je poursuis? Nico, je continue? Vas-y. Parfait. Ah, tiens, j'ai envie de vous parler de deux autres romans de voyage, mais d'autres sortes de voyages. Alors là, la seule thématique récurrente, c'est le déplacement. On va dire ça comme ça. Alors, je vais vous parler d'un roman de Micheline Marchand qui s'appelle Perdu au bord de la baie d'Hudson. Si mon souvenir est exact, c'est le roman qui a gagné le prix Champlain en 2021. L'année à vérifier, mais donc lauréate du prix Champlain. Perdu au bord de la baie d'Hudson, c'est l'histoire de Zoé, qui est une adolescente métisse et franco-ontarienne. D'ailleurs, aux éditions David, vous allez trouver, plus que dans d'autres maisons d'édition, des textes avec des personnages issus des Premières Nations et des créateurs des Premières Nations aussi. Donc, ça fait un peu... On n'en a pas eu beaucoup dans nos 2 journées de présentation, alors c'est intéressant de le mentionner. Donc, Zoé, elle est mal dans sa peau. Il y a une situation qui est arrivée dans sa famille. Elle ressent une culpabilité parce qu'il y a eu un décès dans sa famille et elle se sent coupable de ce décès. Et pour fuir cette culpabilité, elle part en fugue, mais une fugue avertie. C'est-à-dire qu'un coup qu'elle est dans l'autobus ou dans le train, elle appelle son père. Tu sais, elle lui laisse un message. Donc, c'est une fugue, mais une fugue comme « dérange-moi pas, je m'en vais cuver ma solitude ailleurs ». Et elle se retrouve chez son cousin Christophe,
à Churchill, au nord du Manitoba. Donc déjà, pour nous, majorité de personnes probablement dans la salle ici qui n'habitons pas à Churchill, au nord du Manitoba, c'est un dépaysement. Elle est perdue au bord de la baie d'Hudson, dans un paysage complètement nordique où c'est l'hiver, évidemment, la période où elle y va. C'est pour ça que je dis que c'est nordique, dans un environnement glacial. Dans le train, elle va rencontrer Ludo, un jeune Belge. Et on va découvrir vers la fin du roman que Ludo fuit une situation lui aussi. Il est le fils de grands chocolatiers belges très connus qui ont une grosse compagnie. Fait que, tu sais, comme lecteur, on peut imaginer genre Lindt ou quelque chose du genre. Tu sais, ils doivent manger du bon chocolat à Pâques. Donc, pas le chocolat en carton. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, ça fait 2 jours, ma fille, elle me demande si c'est Pâques bientôt. Elle est perdue un peu dans l'année, mais bon. Alors, c'est-tu bientôt Pâques? Je suis comme, non, il faudrait que ça soit Noël avant. Donc, elle se retrouve avec lui. Alors, c'est intéressant parce que lui aussi a fui, mais pour d'autres raisons. Lui, il a fui pour prendre son envol, son émancipation. Elle a fui pour revenir à l'intérieur d'elle-même puis apaiser ses démons, finalement. Et là-bas, à Churchill, chez son cousin Christophe, elle va repenser à tout ce qui est arrivé, mais surtout, elle va avoir toutes ses premières aventures de premier emploi, première expérience dans le monde du travail, première expérience à l'extérieur, voyons, excusez-moi, à l'extérieur de sa famille avec son père. Mais il n'y a pas de souci. Regarde, Anne-Marie, on va y revenir. Hein, c'est pour ça qu'on est deux, imagine, si on ne l'était pas. Écoutez, pour continuer dans la même veine, puis Anne-Marie, tu feras signe, puis surtout si tu ne vas pas bien, fais-le, c'est surtout signe dans ce cas-là. On va revenir au livre, donc, qu'Anne-Marie nous parlait. Par exemple, je vais en profiter pour vous faire... OK. Est-ce que, si je vous pose la question suivante, un livre qui parle d'une telle culture doit-il absolument être écrit d'une personne issue de cette culture? Est-ce que vous savez il y a combien de cultures dans le monde? Mais elles méritent toutes d'être connues. Et quand ça, c'est possible, eh bien, parfois, évidemment, les créatrices et les créateurs issus de chaque culture, de par le monde, hein, puis après, on va revenir plus... Bon, méritent que leur art soit connu. Et puis, surtout, ici, ce qu'on aime, c'est faire de plus en plus, bon, être inclusif, évidemment, mais les cultures des Premières Nations sont très importantes. Donc, les Premières Nations, puis même on pourrait dire les Autochtones, donc ce qui voudrait dire les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Et puis là, les débats ne se feront pas aujourd'hui. Et ils ont, chaque Première Nation a sa culture. Ce n'est pas la culture des Premières Nations. Ça, premièrement, il n'y a personne ici qui pense ça, mais puis, il y a de grandes différences, comme il y a des similitudes. Il y a des belles choses qui se passent, puis il y a des réalités un peu plus tristes parfois aussi qui se passent. Je vais vous présenter, puis je n'ai pas l'habitude de dire ça, mais je vous présente Drew Hayden Taylor, qui est auteur de plusieurs, en fait, des romans, mais c'est ces pièces de théâtre en anglais qui sont géniales. Si jamais vous pouvez lire l'anglais, vous avez la chance de fouiller un peu. Je vous invite à découvrir donc Drew Hayden Taylor. Alors, la couverture, bon, Le rôdeur de nuit, et déjà la couverture, on pourrait quasiment être dans un livre de frissons, là, la collection. C'est efficace. Ça, c'est efficace. Alors, vous allez rencontrer Tiffany, qui est une adolescente, et puis là, je l'ai écrit pour bien le dire, Anishinaabe, et puis sa mère, fout le camp. En fait, elle fout le camp. Donc,
elle, elle veut prendre sa vie en main parce que son père, il est très autoritaire, puis passer son temps avec sa grand-mère Ruth. On est sur les bords d'un lac, le lac aux Loutres. C'est dans le centre de l'Ontario. Alors, elle veut prendre sa vie en main, surtout que là, elle tombe amoureuse de quelqu'un qui n'est pas autochtone, d'un garçon qui n'est pas autochtone. Et là, tu as évidemment tout ce qui est les questions de culture, d'héritage et de filiation même. Et en plus, Tiffany, elle, l'autorité, moyen. Donc, à l'école, c'est pas qu'elle n'est pas intelligente. En fait, elle est super brillante, cette fille. Elle est brillante, mais elle a de la misère à l'école pour différentes raisons. Alors, son père voit bien que là, avec le départ de la mère, lui, il faut qu'il soit plus présent. Il y a une petite terre. Donc, il va engager quelqu'un qui est de passage. Puis à cette époque-là, ça arrivait qu'il y avait des gens qui errent et qui sont de passage et qu'ils n'ont plus d'argent, donc ils ne peuvent plus aller nulle part, mais il y a une ferme, ils vont dire est-ce que je peux travailler pendant 2 semaines chez vous, puis repartir avec un petit pactole. Puis ça existait beaucoup à l'époque et souvent les fermiers avaient besoin d'aide, mais n'avaient pas nécessairement les moyens d'engager quelqu'un tout le temps. Mais quand quelqu'un passait sur son chemin, souvent c'était un gaillard, donc c'était un homme robuste qui était physiquement apte à la tâche. Mais parfois, on en profitait. C'est ce qui va se passer ici avec un certain Pierre Errant, le nom de famille, mais c'est correct parce qu'on comprend au moins qui il est. Débarque d'Europe. Le père de Tiffany, parce qu'il va le voir de passage, va dire viens-t'en, mais ils l'ont jamais vu avant. Donc, grand-mère Ruth, suspicieuse. Tiffany aussi, parce que c'est un homme différent qui est dans le village. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas de où. Et pour Tiffany et les siens, l'Europe, c'est bien loin, inaccessible. Et surtout quand il parle du voyage en baptiste, je veux dire, il y croit pas, mais forcément, c'est vrai. Par contre, il est débarqué Pierre du bateau avec des démons. Alors, ça, c'était pas nécessaire de les ramener d'Europe, mais il n'y pouvait rien parce que les démons de Pierre, en fait, sont en dedans de lui. Alors, autant que Tiffany et certains de sa communauté auront pu vivre des choses atroces et il va y avoir des échanges qui vont se faire, on se rend compte que Pierre aussi, c'est pas pour rien qu'il a dû prendre ou s'enfuir prendre le bateau ou s'enfuir en bateau, je vous laisse le découvrir. Mais je vais vous lire un petit extrait qui est en lien avec le prochain livre et je te remets la parole tout de suite. Tu vas mieux? Alors, Rachel, c'était son amie à qui vous allez comprendre. Rachel, dont je ne vous ai pas encore parlé, regardait bien en face le reflet de la lune au moment où se produisirent 2 incidents. Tout d'abord, elle entendit un cri rauque venu d'un arbre non loin, où une famille de corneilles se faisait réveiller brusquement parce que quelque chose tout à coup agitait leurs branches d'ordinaire si confortables. Tels des démons noirs, les corneilles s'enfuirent en volant tous azimuts, surprises et mécontentes. Ensuite, Rachel leva instinctivement le regard vers la branche ainsi désertée, et là devant elle, Rachel Stoney en était sûre et certaine, se trouvait la silhouette d'un homme debout sur la branche qui se découpait sur le disque étincelant de la lune. Elle est sûre de reconnaître la silhouette, mais elle n'est pas certaine de reconnaître l'homme. Puis la silhouette disparut soudainement, laissant seule la grosse branche de l'érable qui ondula doucement dans la nuit, soulagée de son poids lourd. Et alors un autre mouvement capta l'attention de la vieille dame. Quelque chose de gros et sombre descendit le long du tronc d'un pin qui poussait sur la rive. La chose descendait, tête vers le bas. Elle vit la forme s'arrêter, se retourner tête en haut, puis se retourner de nouveau pour se remettre à ramper, comme une chauve-souris, tête première vers les racines de l'arbre. Cette fois aussi, il s'agissait bien d'une forme humaine. Elle en était certaine. Mais ça ne se déplaçait pas comme se déplacent les humains.
Rachel était au courant de son âge, du fait qu'elle était muette et handicapée et qu'elle était à peu près sourde par-dessus le marché. Mais pour une raison ou une autre, Dieu lui avait laissé ses bons yeux. Et à présent, elle se demandait pourquoi. Les employés la trouvèrent au même endroit le lendemain matin, tranquille, le regard fixé sur l'horizon. C'était un regard d'émerveillement cette fois. Avec peut-être un soupçon de crainte, mais qu'il hurlait sur son visage qui était devenu froid. Elle était morte. Morte à 85 ans d'une crise cardiaque, dirent les journaux. Selon le médecin légiste, c'était un choc émotif qui l'avait tuée. Rachel, c'est un des personnages qui va vous accompagner tout au long de votre lecture. Certains personnages vont vous laisser en cours de route de votre lecture. D'autres vont s'introduire et c'est correct. Parfois, on se dit, est-ce qu'on peut tuer des personnages, surtout auxquels un lecteur aurait pu s'attacher? Eh bien, oui. Vous aurez remarqué que j'ai dit Dieu et on parle beaucoup de force du catholicisme parce que, bon, on suit. Et là, on revient dans la maison de Mamie Ruth, baignée dans beaucoup, beaucoup de sirop d'érable. C'était la seule vraie façon de manger des crêpes de toute manière. En tout cas, c'était celle que prônait qui. Et spécialement quand il s'agissait des crêpes de Mamie Ruth, qui avaient tendance à ressembler davantage à de la bannique, une épaisse pâte frite qui faisait la renommée des Premières Nations. Le sucré venait attendrir l'aspect croquant. Et oui, Keith, le père de Tiffany, ne pouvait passer un week-end sans s'envoyer au moins 4 crêpes derrière la cravate, ça le gardait au chaud pendant la saison froide. Je vous laisse découvrir qui est ce Pierre, qui sont la ribambelle de personnages et pourquoi il y a tant de personnages. C'est un dramaturge, hein? L'auteur, et ça paraît dans le roman. Il y a même la description de... Je continue parce que... on est correct. OK. Jean-Baptiste Renaud, je vous présente le tome 1. Sachez qu'il y a un... Voyons, la lumière change. Puis il y a un deuxième tome. C'est le tome 1 des Les Orphelins. Donc, cette fois-ci, c'est Rémi et Luc John. Ce livre a remporté en 2015 le prix littéraire Le Droit pour la catégorie jeunesse. Jean-Baptiste Renaud vient de l'Outaouais, je pense la région de Gatineau même. Donc, on est au milieu des années 30. Il y a un jeune qui se retrouve orphelin et il est recueilli par un oncle. Et souvent, dans les livres pour enfants, et ça dans toutes les fictions depuis les contes classiques, les oncles, les tantes et les belles-mères qui récupèrent les enfants ne sont rarement de gentils personnages. Souvent, c'est des ou sont malcommodes, ou sont sévères, parce que peut-être qu'ils ont été forcés de... Ils ne vont même pas dire adopter, hein, ils vont dire je l'ai recueilli. Puis ça, ma foi, c'est... Et c'est pas la même... c'est évidemment pas la même chose. Donc, évidemment, son oncle, il est plus que malcommode, puis n'oubliez pas, dans ces années-là, on est juste au début de la Seconde Guerre mondiale. Puis déjà, on entend des... puis on revient d'une guerre, donc on est encore en train de se refaire. Puis son oncle qui est pris à le recueillir, parce que c'est ce qu'il va dire, il ne va pas dire l'adopter, plus que malcommode, violent. Donc, il s'enfuit parce que quand tu es un ado, à cette époque-là, tu te dis, tu sais, à 14 ans, tu peux être engagé là, pour travailler dans une shop, donc ça va vraiment pas. Tu es déjà orphelin, tu te dis, je vais m'enfuir, je vais tenter ma chance, puis ça peut pas être pire que ce que je tente. Donc, il s'enfuit, puis il rencontre Luc John qui a fait la même affaire. Donc, il y en a un qui part par là, puis l'autre part par là. Mais Luc John, lui, il est parti d'un pensionnat autochtone. Donc, les deux se rencontrent. Une amitié improbable apparaît et une confiance mutuelle est conclue parce que là, on est en mode survie et en mode survie à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Et
évidemment, Luc John va ouvrir un monde à Éric extraordinaire parce que là, il ne faut pas se faire prendre parce que lui, il est parti dans quelque part où on le cherche, puis l'autre, son oncle, doit quand même minimalement le chercher, à moins qu'il s'en walisse vraiment, et Éric serait très heureux. Mais le John, il dit, moi, la seule place où je sais survivre, c'est en forêt. Éric lui fait confiance. Ils vont en forêt. Évidemment, Éric est moins habile que le John. Et là, le John va lui apprendre plein de choses sur qui il est. Ils vont s'apprivoiser l'un et l'autre. Mais là, il y a quelqu'un qui tombe sur leur route dans la forêt. Et ce n'est ni un des prêtres ou des curés qui étaient du pensionnat, et ce n'est ni l'oncle de Rémi. Et c'est un trappeur, un Conrad, un gars très, très, très étrange, mais qui connaît les secrets de la survie. Et parfois, on a besoin d'un guide, puis parfois, les gens les plus étranges et les idées qui paraissent les plus bêtes peuvent te sortir du pétrin les premières. Alors, là, je vais vous lire un extrait, puis je vais juste le mettre en... Ah oui, là, c'est quand il s'enfuit. OK, ça, c'est avant qu'il... Le claquement de la porte d'entrée me tira ma rêverie. Je ne savais plus où j'étais. Puis je me rappelais, oh, ça devait être mon père qui était de retour. Dans la pénombre de la pièce, j'aperçus une silhouette de dos s'affairant ranimer la poêle à bois. Sans hésiter, je criai de joie, papa, papa. L'individu se retournant sur son temps, je me levai sur les coudes pour mieux voir. Quelle surprise, ce n'était pas mon père, mais un garçon, plus petit, plus jeune que moi. À ma vue, il prit ses jambes à son cou comme s'il avait vu le diable en personne. Je m'élançai à ses trousses, il était parti tellement vite que je doutais de pouvoir le rattraper. Mais non, il m'apparut au bout du sentier, ralenti par une violente quinte de toux. Plié en deux, la tête penchée par en avant, il tentait de reprendre son souffle en courant faiblement. J'en profitai pour le rattraper. Je m'approchai encore pour lui demander « Qui es-tu? » « Et où mon père? » Il se tourna brusquement et me sauta dessus en me giflant au visage. Je m'étale au sol et je me réveille encore une fois. Cette fois au son dans la cuisine et trouvé étrange de voir encore un petit bonhomme, plutôt que ma mère, en train de s'affairer autour du poêle pour préparer le déjeuner. Alors, comme je l'avais fait tant de fois dans mon enfance, je me levai et m'assis sur le coffre en cèdre près de la table, à ma place habituelle. « Tiens, ça va te faire du bien, dit-il sans me regarder. » C'était une bouillie laiteuse qu'il y avait, bon. Il me remit aussi un morceau de bannique. Une autre découverte gastronomique pour moi, préparée à partir de farine, de poudre à pâte, de sel, d'eau. Ce pain se cuisine sans four. La pâte bien pétrie est placée dans un poêlon, directement sur le feu. Le gonflement est lent et peu prononcé. Malgré ses propriétés nutritives, ces mets rudimentaires offrent peu de saveur. J'avoue aujourd'hui que ça ou manger de la farine à pleine bouche, c'est du pareil au même. À la longue, on s'y fait, on finit même par aimer ça. La bannique devint en quelque sorte notre pain quotidien, idéal pour nos grandes randonnées de chasse et de pêche, car facile à préparer sur place. J'enroulais la pâte sur un bâton placé près du feu que je tournais une fois. Et là, je vais continuer, mais je ne veux pas vous dire qui est l'homme dans la maison et c'est qui l'enfant, parce que ce n'est pas pour rien qu'Éric est devenu orphelin et on est au début du livre. Est-ce qu'on peut s'acoquiner avec le meurtrier? Je n'en dis pas plus. Par contre, il y a un mot que j'ai dit dans les 2 livres que j'ai lus, un mot culinaire. Et c'est un mets que j'ai nommé à 2 reprises dans chacun des livres. Et il y a des liens à faire quand on lit attentivement. Et en plus, j'ai pris la peine de vous dire comment c'était fait. Préparé à partir de farine, de poudre à pâte, de sel et d'eau. C'est un pain qui ressemble à des crêpes. Ça s'appelle la bannique. Donc, la bannique, et vous allez en apprendre plus, B-A-N-I-Q-U-E. La bannique, B-A-N-N-I-Q-U-E. Ce n'est pas la même Première Nation. Puis parfois,
On l'a appris avec Louis-Carl Vachon, d'ailleurs, juste comment on écrit Micmac et compagnie un peu partout au Canada. Ça change. Donc, même dans la cuisine, dans la culture, si un mec qui est pareil, il ne s'écrira peut-être pas de la même manière. Alors, avant de vous plonger encore plus dans le temps, je vais laisser Anne-Marie reprendre son souffle et la parole. Pardonnez-moi pour cet étouffement, mais c'est parce que à la pause, j'ai mangé une amande. Puis tu sais, il y a une petite peau. Puis là, je sais pas, cette petite peau-là n'était pas passée. Puis là, j'ai voulu vous raconter l'histoire, puis elle s'est logée dans ma gorge et je suis désolée, ça a mené à cet étouffement. J'étais en train de vous raconter Perdu au bord de la baie d'Hudson avec l'histoire de Zoé, donc, qui s'est enfuie de chez elle parce qu'elle se sent coupable d'un événement, d'un décès qui est arrivé dans sa famille. Et j'ai oublié de vous mentionner d'ailleurs aussi un élément très important qui peut être un petit peu une alerte là, à faire aux jeunes ou à savoir quand vous allez suggérer le livre, c'est que c'est une jeune fille aussi qui a un problème d'automutilation. Cette thématique-là va être abordée donc de façon assez présente dans le récit, là, c'est-à-dire qu'on va vraiment en parler, puis elle va peu à peu abandonner ces pratiques-là au fur et à mesure de son processus de guérison. Donc, j'étais rendue à vous dire que Zoé s'en va à Churchill chez son cousin Christophe. Son père est au courant, il la laisse tranquille, elle a besoin de s'évader. Roman de premières expériences, donc elle va se trouver un emploi. Cet emploi-là, c'est un emploi de guide dans une compagnie qui fait l'équivalent, dans le fond, de safari aux ours polaires. Alors, on voyait sur la couverture ici qu'il y avait un ours polaire. Et Zoé va réaliser qu'il y a quelqu'un dans la compagnie qui appâte les ours polaires. Ce qu'on ne devrait jamais faire d'un point de vue éthique parce que appâter les ours, bien, ça fait en sorte que les ours, après, ne peuvent plus vivre seuls par leurs propres moyens, chasser leurs propres proies. Il va y avoir donc différents éléments comme ça qui vont être placés dans le récit où Zoé va être amenée à prendre position, à dénoncer, à réaliser aussi l'impact des changements climatiques sur le Nord. Elle va voir les habitats des ours qui vont être modifiés, elle va en apprendre davantage. C'est un roman où elle en apprend beaucoup sur Churchill et aussi elle va apprendre sur la riche histoire de Tana Deltour, une jeune héroïne du 18e siècle qui a risqué sa vie pour négocier la paix entre les Dénés et les Cris. Et elle va apprendre ça au fil d'un récit qui nous est raconté dans le récit et qui relate l'histoire donc de Tana Deltour. J'avais sélectionné 2 petits extraits à vous lire. Je vais vous lire un extrait où il est question d'automutilation pour que vous voyez un peu de quelle façon c'est abordé. Puis après ça, je vais vous lire un extrait, je dirais qu'il ressemble comme un petit peu plus à ce que je vous ai lu dans un autre livre tantôt où il était question de la nature. Parce que c'est vraiment l'observation de la nature qui moi, m'a beaucoup touchée dans cet ouvrage-là. Alors, elle s'appelle Zoé de la Ronde. La jeune de la Ronde sort du bain s'éponge et voit furtivement son reflet déformé dans le miroir embué. Le goût de se taillader la démange. « Qu'est-ce qu'il y a de mal avec moi? » crie révulsée la voix intérieure de Zoé, engloutie par le tsunami de la tourmente. Assise sur le rebord de la baignoire, elle trépigne de joie et d'horreur en glissant la lame le long de sa cuisse. L'effet de la blessure ne tardera pas. Son corps sécrétera des endorphines, une hormone qui soulage le mal qu'elle ressent et lui procurera la sensation d'endolorissement recherchée. Toute l'attention de l'adolescente se concentre sur un geste précis, se fendre délicatement l'épiderme. Une vive douleur se répand dans le corps de Zoé. Sous son corps hypnotisé, le sang monte. Le lourd fardeau de sa détresse se dissipe. Le calme profond qui s'installe en elle lui inspire un sentiment contradictoire, la peur. Est-ce le début de la folie? Je sais que c'est délicat de lire des extraits comme ça parce qu'on ne veut pas attiser les douleurs de certaines personnes, mais je trouve ça important que ça soit mentionné puis que vous puissiez savoir comment ces sujets-là sont abordés. Parce que ce sont des sujets qui peuvent être très sensibles auprès des jeunes, puis c'est important de savoir, est-ce que c'est seulement frôlé comme sujet ou si c'est vraiment un sujet qui est traité là, de fond en comble. Et maintenant, je vais vous lire un extrait qui est plus, disons, plus dans l'appréciation du paysage.
C'est alors qu'ils sont partis là, comme en safari du Nord. Lorsque le lagopède décolle, Zoé porte son regard là où la glace rencontre l'eau ouverte. Un brin de vapeur s'élève de la baie, le résultat du choc de la rencontre de la température plus chaude de l'eau avec l'air glacial s'élève vers le ciel. Au loin, elle discerne une forme familière. Avant d'alerter les visiteurs, Zoé veut s'assurer que c'est bel et bien un ours. Après une mise au point avec ses jumelles, la couleur crème, presque jaunâtre, qui contraste avec la blancheur de la neige, confirme ce qu'elle a repéré. Prévenue par sa collègue, Simus guide le véhicule jusqu'à 40 mètres d'un grand mâle occupé à creuser dans la glace à la recherche d'algues. Les touristes ne portent pas à terre et se précipitent tous du côté droit pour apprécier le premier ours polaire de la journée. C'est un beau spécimen. Devant ce puissant mammifère, certains restent muets, d'autres partagent leurs observations à voix haute. Tous cherchent à prendre le cliché mortalisant leur contact unique avec cet animal qui se fait de plus en plus rare sur la planète. L'ours lève la tête. Il les observe. Impossible de deviner quelle sera sa réaction. Aucune expression faciale, aucun changement dans son langage corporel ne trahit ses intentions. Il se déplace en gardant la tête basse, qu'il lève parfois en leur direction. Il s'approche d'eux, parvient à la hauteur du véhicule et se dresse sur ses grosses pattes arrière pour s'appuyer sur le côté du transport toundra. Il étire son cou. De l'autre côté de la fenêtre, 42 paires d'yeux observent ses petites oreilles, son museau proéminent et ses yeux impassibles. « Je me sens comme un animal de zoo », songe Zoé, qui détaille l'ours curieux. Les cliquetis des appareils photo n'impressionnent pas la vedette qu'on est venu admirer. Zoé croit qu'on devrait laisser ces bêtes vivre en paix, mais elle admet que la plupart des gens qui se déplacent pour côtoyer ces gros mammifères, ne serait-ce qu'à travers une fenêtre, deviennent par la suite les meilleurs défenseurs de leur cause, d'où l'importance de sensibiliser les visiteurs au sort incertain de cette espèce, car elle sait qu'on ne se soucie pas de ce qu'on ne connaît pas. Donc, 2 extraits fort différents du même ouvrage. Je vous rappelle le titre « Perdu au bord de la baie du Thon » de Micheline Marchand. Je vous avais promis un autre roman de déplacement, voyage. Est-ce que tu permets, Nicolas, que j'enchaîne avec le prochain roman? On change encore une fois de genre et de catégorie. Et là, je vais vous parler d'un roman. On n'a pas le droit là, d'avoir des chouchous, mais c'est comme un roman vraiment coup de cœur que j'ai lu avec un plaisir fou. Je vous ai parlé de mon intérêt au cours de la journée pour des livres de première fois, premières expériences, première émancipation. Ben, c'est ça qu'on retrouve dans Pourquoi pas de Mylène Vien. Là, on est dans un roman, écoutez, là, 300 pages, une typo serrée, on est dans un long texte, on s'attelle, mais on s'attelle pour un long voyage et c'est bon d'avoir des longs voyages. Donc, Mylène Vien écrit le roman qui met en scène Myriam. Mylène écrit un roman sur Myriam. Myriam est une adolescente qui finit son secondaire 5, c'est la dernière semaine, bal d'étudiant. Et Myriam est atteinte de la dystrophie musculaire, ce qui fait en sorte qu'elle est en fauteuil roulant avec une difficulté à faire des actions de la vie quotidienne, comme manger seule, se déplacer, se nourrir. Elle a besoin d'une assistance. Mais Myriam est une adolescente qui arrive dans l'âge de la liberté. Et comme toutes les adolescentes qui arrivent à cet âge de la liberté, elle a un désir d'émancipation puis un désir de sortir du giron familial. D'autant plus que, atteinte d'une maladie qui demande un suivi médical très précis, Myriam va avoir 18 ans. Donc, en ayant 18 ans, elle doit changer de médecin. Elle avait un pédiatre, puis là, elle va avoir un médecin généraliste là, pour le suivi régulier de sa maladie. Elle va changer de pneumologue, en fait, pour passer de son pneumologue pédiatrique vers un pneumologue adulte. Et à son rendez-vous avec le pneumologue, le nouveau médecin, pas très délicat, lui demande, grosso modo, s'il arrive une complication, là, on te sauve-tu? Veux-tu vivre? Raide comme ça. Et ça fait chez Myriam un électrochoc. La réponse qu'elle voudrait crier à plein poumon, c'est «
je veux vivre et surtout, je veux expérimenter. Depuis qu'elle est assez jeune, elle est transportée en transport adapté par un Mike, qui est un chauffeur d'autobus. Donc, elle le connaît bien, elle a développé avec lui une amitié. Par un concours de circonstances, elle dit à Mike, si on partait en road trip. Et par un concours de circonstances, Mike, qui devait aller dans un festival, si je me souviens bien, c'est en Mauricie, mais ça ressemble grosso modo au Festival Western de Saint-Tite. OK? On va dire qu'ils s'en vont au Festival Western. Mike, qui devait y aller avec un proche, son proche ne peut plus venir avec lui, fait qu'il se retrouve à lui dire, « Hey, fou de même, on a le véhicule adapté, je le sais le conduire, on a le temps cet été, on part ensemble. » Myriam avait été accompagnée pendant de nombreuses années par Élisabeth, qui était dans le fond la personne qui prenait soin d'elle pour l'alimentation, les soins du corps, etc. Élisabeth, Mike et Myriam, accompagnés de Scott, qui est l'ami d'Élisabeth, partent donc en autobus vers le festival Western. Et commence le voyage d'une vie pour cette jeune fille. C'est vraiment une histoire de road trip, d'émancipation, de premières expériences, premier feu de camp, boire de la bière autour du feu, fumer du pot. Écoutez, il n'y a rien qui va pouvoir l'arrêter, même pas des pépins techniques. Alors, après avoir assisté à un spectacle au Festival Western, le cœur en fête, nous retournons à l'autobus en chantant à tue-tête les succès de la soirée. Malgré la fatigue et les quelques verres, nous réussissons tous ensemble à nous souvenir des paroles. La circulation accrue des derniers jours a rendu le chemin chaotique. Des dizaines et des dizaines de nids de poules, que je rebaptiserais plutôt des nids d'autruche, se sont creusés. La faible suspension de ma chaise, accompagnée de mon manque flagrant de tonus, me font aller dans tous les sens. Mes amis ont beau comprendre la situation, ils ne peuvent bientôt plus retenir leurs rires étouffés. Il faut dire qu'à cette heure de la nuit, il ne faut pas grand-chose pour déclencher ce genre de réaction. Lorsque nous voyons enfin se dessiner la carrosserie unique de notre autobus parmi la marée humaine, Mike s'élance pour le faire démarrer et actionner la plateforme pour me permettre d'y monter. Je suis à une dizaine de mètres lorsqu'il insère la clé dans le contact. Une grosse fumée noire jaillit et en quelques secondes seulement, une boucane épaisse envahit complètement notre vieux taco. Je lance un cri aigu pendant qu'Élisabeth et Scott accourent au secours de Mike. Je reste là, complètement apeurée, à hurler de toutes mes forces, désespérément. « Mike, sors de là, vite, Mike, sors! » Après ce qui semble être une éternité, il émerge de ce qui reste de notre beau bolide, le nez enfoui au creux de son coude et l'autre main balayant l'air. Plié en deux, il tousse à de nombreuses reprises. Une odeur infecte règne maintenant autour de nous. Témoins de la scène, les gens viennent rapidement, armés d'extincteurs. « Monsieur, êtes-vous correct? Vous voulez qu'on appelle de l'aide? » demande l'un de ses bons samaritains. Mike lève simplement la main pour lui signaler que tout va bien, qu'il a juste besoin de reprendre son souffle. Scott le prend par le bras et l'aide à se diriger vers une auto tout près où il peut s'appuyer et se reposer. Nous regardons notre projet de caravane hippie prendre abruptement fin. Malgré la tristesse de la scène, je vois un subtil sourire se dessiner sur le visage de Mike. Ne comprenant pas cette réaction, je crois d'abord n'avoir affaire qu'à un simple jeu d'ombre, mais je le vois soudainement éclater de rire. « Mais qu'est-ce qui te prend? » Littéralement plié en deux, Mike crie aux éclats, les mains à côté contre ses genoux, ses épaules montent et descendent au rythme de son rire saccadé. Il relève la tête et me regarde, les yeux pleins de larmes, mais toujours rieur. « Je dis ça de même, mais je pense pas qu'il va reprendre cet autobus en septembre, » s'exclame-t-il. Mais là, imaginez, vous êtes atteinte de dystrophie musculaire. Votre fauteuil pèse, écoutez, je ne sais pas, elle le mentionne, 400 livres. Juste le fauteuil pèse 400 livres. Prise dans un stationnement de festival western. Qu'est-ce que vous faites? C'est vraiment mal pris. Ils sont vraiment mal pris. Bref, ils vont réussir à appeler quelqu'un que Mike connaît, qui a un pick-up. Ils vont wrapper la chaise en bois du pick-up, se retrouver dans un chalet. C'est ça le roman. C'est plein d'imprévus, d'événements fous qui arrivent. Puis après le festival, elle va décider d'aller dans un autre festival un peu plus loin sur la Basse-Côte-Nord, puis elle va, il me semble que c'est sur la Basse-Côte-Nord ou le Bas-Saint-Laurent, puis elle va, dans le Bas-Saint-Laurent, puis elle va aller dans un festival d'écriture, de littérature et d'écriture, où elle va prendre un cours pendant 3 jours pour apprendre à écrire du slam et finir par faire un spectacle de slam devant des gens. Et à la fin du roman, Myriam va sauter en parachute, faire un saut en parachute avec son fauteuil. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Mylène Viens, l'autrice, elle est atteinte de la dystrophie musculaire
Et elle a écrit ce roman-là en se basant de près ou de loin sur des événements qu'elle a vécus et des proches qu'elle a rencontrés, qu'elle a dans sa vie. Elle a sauté en parachute. Ce sont toutes des choses qui se peuvent. On l'a rencontrée, Mylène, dans un événement comme celui-ci où elle était venue prendre parole. C'était une rencontre. Invitez-la, là. Elle est formidable. L'entendre parler, c'est tellement, tellement inspirant. C'est un excellent roman de style road trip, découverte de la vie. Je vous le recommande sans hésiter. Alors, ça s'appelle Pourquoi pas de Mylène Vien. Et si tu permets, Marie, juste Oui, parce que je t'ai rencontré, puis le livre m'a autant bouleversé que toi, juste dites-vous, le slam, je pense que son poème s'appelle Pourquoi pas, puis puis même la typographie, tu vois que ça sort de ses tripes. Mais, m'emmener au justement, ce chalet-là, il est tard, puis il y en a un qui dit, ben, il reste des saucisses, ça, non. Et si on faisait un bain de minuit? Bon, déjà, vous voyez le défi, mais le chapitre s'appelle le bain, c'est mon préféré. Puis là, Alice Scott vient, saute et disent plusieurs fois. Il ne reste en effet que Scott et moi de sexe sur la plage. Hugues, de carrure imposante, sort du lac en courant pour empoigner Scott comme il l'a fait pour d'autres auparavant. Il lui saisit l'avant-bras et s'apprête à l'entraîner lorsque Scott se dégage rapidement. Retirant sa chemise et détachant sa ceinture pour laisser tomber son pantalon par terre, il lance ses souliers de 2 bons coups de pied. « Allez, Scott! Allez, je suis dit, enjouez votre mouillé. J'y vais, mais toi aussi, Myriam. » Stupéfait, je m'attendais à tout sauf ça. J'ai pas le temps de réagir, que je suis déjà dans ses bras en direction du lac. Mais là, Scott, voyons, tu vas pas faire ça, là, pas pour vrai. Hey, Scott, laisse, Myriam n'est pas obligée si elle veut pas, si elle ne peut pas. Si elle ne peut pas. Bafouille, Hugues, mal à l'aise. Mais oui, elle peut, hein, Myriam, m'adresse Scott. Je ne peux plus retenir mes rires étouffés depuis trop longtemps. Personne n'avait encore jamais agi de manière si sûre de lui à mon égard. Avec lui, je m'apprête à vivre le même sort que les autres. Enfin, tu as hâte de vivre le même sort que lui. C'est bien écrit. Je te l'ai promis, pas de différence. L'équipe des Francs. Tu ne vas quand même pas rester seul sur le sable à nous regarder nous geler le cul. Bon, je suis un baby. Nous rigolons tous les deux et ne disons plus rien. Elisabeth, en tout cas, et ça continue, mais ça, là, c'est pas juste beau, c'est tellement humain, puis c'est une question d'amitié, puis une confiance entre amis. Parce que des vrais amis, tu leur fais confiance. Puis aussi, ben Myriam Scott, là, elle trouve de son goût. Puis Scott, là, il va la trouver de son goût lui aussi. Fait qu'il y a une belle histoire d'amour qui va s'installer entre eux. Puis c'est comme si, même le personnage, on dirait à un certain moment, elle se demande si ça se peut. Puis oui, ça se peut. C'est vraiment magnifique. C'est un roman que moi, j'ai trouvé vraiment très touchant. Tu sais, vous savez, il y a d'autres livres qui ont déjà été édités d'une manière à être. L'ISBN décide où se trouve un livre, bon, parce qu'il y a du catalogage, il faut même les placer, ces livres-là. Il y a des livres que, est-ce que c'est de la jeunesse? Est-ce que c'est du jeune? Est-ce que c'est de la littérature générale? Il y a des livres qui méritent, puis je le sais que géographiquement, dans une librairie, c'est pas possible de mettre chaque livre à 3 places parce qu'il n'y aurait plus de place pour les autres. Mais il y a des livres qui ont été réédités en adulte. Par exemple, puis je prends l'exemple de la trilogie de Marie Tempête, quand elle a été rééditée, ils en ont fait une édition pour grandes personnes. Parce que, et puis ça, je vous le jure que si vous le lisez, dans votre tête, vous allez avoir en souhaitant que vous êtes entouré de grandes personnes qui aiment lire, vous allez avoir le réflexe de vouloir le conseiller à une grande personne autour de vous, c'est assuré. Pardon, c'est pas la même histoire de Westphalia que l'autre qu'on vous a présenté tantôt. Il n'y a pas le même voyage temporel que dans l'autre histoire de Westphalia. Est-ce que tu veux que je poursuive, Nico? Ben, si tu veux. Oui, parfait. Je vais vous raconter une autre histoire qui m'a beaucoup touchée aussi, histoire d'émancipation. Vous allez voir, je pense qu'un peu naturellement, quand on s'est séparés les livres, Nicolas et moi j'ai pris les livres d'émancipation et de première fois, puis toi, tu as pris plus les livres de, je dirais, science-fiction, histoire. Alors, c'est comme ça qu'on s'est séparé le travail.
Pierre-Luc Bélanger, qui est un auteur qui a écrit plusieurs ouvrages dans la collection 14-18, propose ski, blanche et avalanche, que vous voyez juste ici. Pierre-Luc Bélanger aussi a déjà remporté le prix Champlain. Je crois que c'était avec un autre roman. Je vous retrouverai le titre, mais c'est donc un auteur qui a déjà remporté ce prix-là. Le prix Champlain, qui est un prix décerné aux ouvrages franco-canadiens par un jury. Ski, blanche et avalanche raconte l'histoire d'un garçon qui s'appelle Cédric. C'est un petit bonhomme, il fait des mauvais coups, il n'est pas bien fin et ses parents n'en peuvent plus, puis il l'envoie finir son secondaire ou son année scolaire chez son grand-père. Son grand-père, ben, il habite en Colombie-Britannique. Il est propriétaire d'une montagne qui s'appelle le Mont-Renard et c'est une montagne de ski. Bon, au début, Cédric n'est pas bien content d'être envoyé chez son grand-père. Il doit faire l'école à distance. Il ne peut rien faire. Son grand-père il est sévère. Il ne le laisse pas faire n'importe quoi. Puis en plus, il le fait travailler. La première job qu'il donne, c'est de faire la mascotte du Mont-Renard. Fait qu'il doit se déguiser en renard, tout nu dans une mascotte, puis aller dans le stationnement. Ben, il n'est peut-être pas tout nu, mais moi je l'imaginais tout nu. Dans la mascotte, dans le stationnement, accueillir les gens. Il n'est pas même content de son sort. C'est un ado qui se devient employé sur une montagne de ski. Il pense qu'il va être le cool moniteur qui crouse les filles. Lui, il se ramasse tout nu dans une mascotte. Entre vous et moi, c'est pas le parcours rêvé. Petit à petit, on va se rendre compte que sur la montagne, bien, premièrement, il y a des gens qui veulent acheter la montagne. C'est une région prisée avec beaucoup d'argent à faire avec une montagne de ski en Colombie-Britannique. Vous pouvez imaginer là, ce que ça représente. Mais le grand-père de Cédric, lui, il a une approche familiale. Il ne veut pas construire des grosses auberges chères puis mettre des remontes-pentes de luxe. Il veut garder ça comme un mont familial. Les gens vont faire des offres d'achat, puis c'est drôle, mais tout à coup, ils commencent à avoir du sabotage sur la montagne. Des choses qui brisent, des choses qui prennent en feu, des événements qui se passent comme ça. Nous, comme lecteurs, on sait. On se doute vraiment qui a pu faire ça. Mais eux, les gens qui habitent sur la montagne, ne peuvent pas s'en douter. Donc, on a compris ski. Blanche, c'est le nom d'une jolie fille qui va l'aider dans ses études, avec qui il va se lier d'amitié, même un peu plus, mais finalement, il ne va pas être fin avec elle. Là. Il va creuser une autre fille en cachette, puis elle ne sera pas contente, puis elle ne se laissera pas faire, puis elle va lui dire mais je ne veux rien savoir de toi si tu n'es pas fin avec moi. Fait que ça, c'est bien le fun parce qu'il se fait retourner de bord. Et avalanche. Parmi les éléments de sabotage, il va y avoir une avalanche. Je ne sais pas si vous étiez au courant, moi je ne savais pas ça, mais dans les très hautes montagnes de ski, il paraît qu'à un certain moment de l'année, du printemps, quand le bas des pentes fond, on va provoquer des avalanches en haute montagne pour faire descendre de la neige puis prolonger la saison de ski. Ça nous est expliqué dans ce roman-là. Donc, il provoque une avalanche. Après l'avalanche provoquée, il y a une grosse pluie. Fait que malheureusement, cette opération-là, elle n'a pas donné grand-chose. Et un soir, le grand-père part en montagne pour faire ses vérifications. Et il y a une avalanche qui n'a pas été provoquée par l'équipe de la montagne. Puis on va se rendre compte que cette avalanche-là, elle a été provoquée par les promoteurs qui veulent acheter la montagne pour bousiller leur saison de ski. Chapitre 19, recherche en montagne. Le moteur peine dans l'épaisse couche de neige gracieuseté de cette avalanche surprise. Nous avançons tout de même rapidement. Stanislav, c'est un garçon qui travaille sur la montagne. Stanislav et moi espérons que les pistes étaient vides lorsque la neige s'est mise à débouler. Jusqu'à présent, nous n'avons pas vu de traces de qui que ce soit. Tout à coup, le phare de notre véhicule éclaire le capot d'une motoneige. Je reconnais celle de grand-papa, renversée, sans doute par la vélocité et le poids de la neige. Stanislav éteint le moteur et se précipite derrière son véhicule afin de fouiller dans le petit compartiment de rangement sous le siège. Il en sort 2 lampes de poche, en allume une et me tend la seconde. Euclide, c'est le grand-père. Euclide ne doit pas être loin. Regarde partout dans les arbres aussi, il a peut-être grimpé pour éviter l'avalanche. OK, pourvu qu'on le trouve. La lune et nos 2 lampes éclairent plus ou moins bien l'endroit où nous nous trouvons. Nos recherches sont ralenties par la neige qui nous fait enfoncer jusqu'aux genoux. Il me vient à l'esprit que mes raquettes seraient vraiment utiles. Toutefois, la situation est urgente, donc pas question de retourner chez moi pour aller les chercher.
Découragée devant l'immensité du terrain à passer au peigne fin pour secourir mon grand-père, je m'empare de ma radio-émettrice et appelle des renforts. Au bout d'une heure de recherche, nous sommes 10 à balayer la neige avec le faisceau lumineux de nos torches électriques. Léa, le docteur Labonté, Tantine J et 5 employés de l'entretien des pistes nous ont rejoints. La copine de grand-papa, c'est Tantine J, c'est la cantinière de la place, s'embourbe continuellement, plus habitée à se déplacer dans sa cuisine que dans la neige. Elle se débrouille et couvre beaucoup de terrain, sans doute menée par la détermination de retrouver l'homme qu'elle aime. Léa communique avec le service d'urgence de la région. Enfin, le bruit d'un hélicoptère fend l'air. Les agents braquent de puissantes lumières sur la surface que nous parcourons. En plus de cette aide du ciel, des secouristes arrivent en motoneige avec des chiens, entraînés à dépister des humains pris dans des avalanches. Le responsable de cette équipe nous incite à faire fit, car l'oxygène se raréfie et chaque minute compte pour une personne immobilisée sous la neige. Nous comprenons qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort, surtout qu'un peu plus de 3 heures se sont déjà écoulées depuis que nous avons entendu la détonation. 30 minutes plus tard, nous trouvons une botte du modèle que porte mon grand-père. Elle pourrait ne pas lui appartenir. Après tout, une botte d'hiver noir, c'est pas hors du commun. Cette découverte nous donne un peu d'espoir malgré les chances qui s'amenuisent. Ouf, 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 ouf! L'aboiement qui s'intensifie donne l'alerte. Malgré la neige, j'accours près du chien qui ne cesse de japper. À l'aide de nos mains de pelle pliantes, nous creusons frénétiquement. À environ 1 demi-mètre sous la couverture neigeuse, nous frappons quelque chose de dur, le casque de grand-papa. Ce dernier le porte toujours, cependant, Euclide Gila, inerte. Et le grand-papa est mort dans l'avalanche. Acte criminel. Il y aura l'enquête, mais on est vers la fin du roman, là. Il y aura l'enquête. Et surtout, il y aura Cédric, qui hérite du mont de ski. Donc, on a commencé le roman avec un jeune bum qui n'est pas sûr de finir son secondaire 5, qui s'en va en correction chez son grand-père et qui, à la fin de l'année, hérite d'une montagne et de toutes les responsabilités financières qui viennent avec. Et là, il va dire « Wow, je ne suis pas prêt à ça, moi, là. Je ne suis pas rendu là. J'ai peur. » Son père, qui est un homme d'affaires, va venir l'aider. Ça va leur permettre de renouer son père et lui. Et ils vont ensemble reprendre la montagne familiale. Puis ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin du roman, Cédric va respecter les volontés de son grand-père en gardant la montagne comme un mont familial, mais il va quand même faire des améliorations pour permettre la survie de la montagne dans le contexte. Donc, il va trouver une espèce de point de rencontre entre l'époque actuelle puis l'histoire de la montagne. Donc, c'est vraiment une représentation de la relève aussi, de la modernité d'une relève qui reprend des compagnies familiales. C'est rare quand même qu'il y ait question d'entrepreneuriat puis de compagnie familiale dans un roman pour ados, là. Donc, c'est un beau personnage, le personnage de Cédric dans Ski, Blanche et Avalanche de Pierre-Luc Bélanger. Nicolas, est-ce que tu as un roman que tu veux présenter en lien ou je continue avec... moi, il m'en restait 2 qui étaient dans ma cour. Si tu veux, je peux en présenter un des 2. Puis... Vas-y, parce que j'avais pas de lien nécessairement, tu comprendras. Je vais vous présenter, il y a un roman, je vais vous le présenter tout de suite. Je n'ai pas vraiment de lien à faire non plus, mais c'est vraiment le roman qui était disons, quand on a rencontré les gens de la maison d'édition, ils voulaient vraiment qu'on fasse une place de choix à ce roman parce que c'était leur nouveauté de la saison et parce que c'est une autrice qui publie son premier roman chez David dans la collection 14-18. Pourtant, c'est une autrice qui a déjà publié des romans pour adultes et pour les jeunes. Elle publiait auparavant aux éditions L'Interligne, mais L'Interligne a arrêté de faire de la publication jeunesse. Donc, elle est allée publier son roman aux éditions David. Il s'agit d'Hélène Kolchignac, qui revient avec le roman Mégane et Mathis. Je vois Marie-Denise qui a hoché de la tête. Donc, le roman Mégane et Mathis, c'est un roman qui parle d'anorexie, troubles alimentaires, troubles de santé mentale. C'est un roman qui aborde le sujet quand même de front. Puis ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est aussi qu'on parle de l'incompréhension et du sentiment comment on sent, impuissant, le sentiment d'impuissance des parents. Les parents qui ne savent pas comment agir face à leur jeune fille,
qui a un trouble alimentaire. Mégane et Mathis sont des jumeaux jumelles. Leurs parents sont dans une période où il y a beaucoup de tensions entre eux, chicane de famille, chicane de couple. Et Mégane, on peut comprendre qu'elle est anxieuse, là. Elle se met en tête que si ses parents se séparent, peut-être qu'elle sera séparée de son jumeau. Et c'est cette crainte-là d'être séparée de son jumeau qui va l'habiter et déclencher, dans le fond, son trouble alimentaire. Le trouble alimentaire est représenté avec des personnages qu'elle nomme qui sont à l'intérieur d'elle. Donc, il y a Cal, qui représente les calories, et il y a Afam, qui veut manger, qui a faim. Et ces deux forces-là se battent à l'intérieur d'elle. Je vais vous lire un extrait. Alerte au sujet sensible, on va parler ici donc de troubles alimentaires. Chapitre 9, souper mouvementé. Mégane jouait dans son assiette avec sa fourchette, discrètement sans faire de bruit. Les coudes sur la table, la tête penchée en avant, ses longs cheveux frôlaient la nappe et cachaient son expression angoissée. Elle avait coupé sa portion de lasagne en minuscules bouchées qu'elle poussait, déplaçait et repoussait. L'odeur alléchante d'oignons, d'ail, de céleri et d'épices, mélangée à la viande et à la sauce piquante, stimulait son appétit, ce qui la traumatisait. Manger ou pas manger? Afam l'y encourageait avec acharnement. « Mange, t'as faim, ça va te faire du bien, te remplir l'estomac va alléger ton mal. Ça va combler le vide qui t'écrase l'intérieur. Tu fais de la peine à ta mère qui a mis du temps et de l'effort à cuisiner cette lasagne. Vas-y, pique ta fourchette dans une de ces succulentes bouchées dégoulinant de ce doux mozzarella que tu adores. Imagine l'explosion de saveur dans ta bouche qui va couler délicieusement dans ta gorge. Vas-y, mange! » Tandis que Cal tentait par tous les moyens de l'en dissuader. Il faut penser à long terme. Qu'est-ce qui est le plus avantageux? Un mini-bonheur momentané qui durera 3 secondes max par opposition aux bourrelets de graisse qui s'agripperont à toi pour une éternité? Pense à la prochaine fois que tu monteras sur la balance. Oublie pas la sensation de découragement qui fond sur toi quand les chiffres indiquent que tu as pris du poids. Fais-toi une image dans ta tête de ton apparence dans le miroir. Toute cette laideur pour 3 secondes de mini-bonheur? Non, non, t'es forte. Tu veux être une battante, pas une perdante. Te laisse pas avoir. Alors, vous voyez, c'est quand même une approche qui peut être assez violente, là. Mais c'est le discours que peuvent se tenir des personnes qui sont en proie avec un trouble alimentaire comme ça. Elle va avoir aussi un trouble obsessionnel compulsif. Donc, elle va se mettre en tête que si, quand elle quitte sa maison, tout n'est pas parfaitement rangé dans sa chambre, sa journée va être un désastre. Donc, il y a toutes sortes d'éléments comme ça qui vont être amenés. On va voir donc aussi, comme je vous le disais, le désarroi de son frère et le désarroi de ses parents. Puis l'autre extrait que j'avais décidé de vous lire, c'était le sentiment des parents. Chapitre 25, grâce au miroir. L'impuissance, le pire des sentiments, cette incapacité à faire changer le cours des choses, cette inaptitude à trouver des solutions concrètes. Céline avait tout essayé. S'affirmer, punir, promettre des récompenses. Elle passait de la rage au désespoir, de l'angoisse à une frayeur lancinante. Les questions n'arrêtaient pas de l'assaillir. Pourquoi? Pourquoi leur fille les punissait-elle ainsi? Ne l'avait-il pas aimée, entourée, cajolée depuis sa naissance? Impuissants. Ils étaient impuissants devant cet entêtement incompréhensible de Mégane. Elle ne pesait plus que 42,6 kilos et elle clamait toujours être trop grosse. En dernier recours, Céline avait traîné sa fille devant le miroir de plein pied, l'avait forcée à se regarder afin qu'elle constate sa maigreur excessive. Ce fut une intervention inutile pour Mégane. Elle voyait des bourrelets là où elle n'avait qu'une mince couche de peau sèche sur son corps squelettique. Et le médecin, à un moment donné, explique aux parents qu'agir comme ça ne va pas aider la situation, puis elle va vraiment le médecin va vraiment donner des outils aux parents, puis sont transmis dans l'ouvrage. Comment Mégane va-t-elle s'en sortir? Qui va réaliser qu'elle a un trouble alimentaire en premier? C'est la jeune fille qui travaille dans le gym où elle s'entraîne, qui va avoir la puce à l'oreille en la voyant venir trop souvent au gym s'entraîner. Puis elle a déjà perdu une amie à cause de ça et elle va mettre la puce à l'oreille de ses parents, de son frère, qui vont éventuellement pouvoir l'aider. Et à la fin du roman, on rencontre Mégane qui est devenue adulte et qui a, disons, surpassé son trouble alimentaire et qui est devenue elle-même
intervenante auprès des jeunes pour les aider à traverser ces épreuves-là. C'est vraiment un très beau roman, un roman dur qui met en scène frères et sœurs qui, à un moment donné, c'est des jumeaux, on a l'impression qu'ils vont toujours se comprendre, mais à un moment donné, qui ne se retrouvent plus. Ils comprennent. Le frère Mathis, il ne comprend pas pourquoi il retrouve plus sa sœur. Il y a ça aussi qui est assez intéressant dans son désarroi. Donc, Mégane et Mathis, c'est un beau roman d'Hélène Kolchignac. Peut-être, Nico, je pourrais te laisser un dernier roman, si tu es d'accord? Oui, puis après, on va laisser une période d'échange, une période de questions, et puis on vous laisse doucement votre vendredi, puis on va finir sur un brin d'histoire après toutes ces histoires. Une histoire vraie. En fait, c'est pas. J'aurais pu en prendre une un peu plus jojo. Écrit par un franco-ontarien. Et puis, je vais faire l'extrait avant de vous parler du livre. Donc, vous avez juste à m'écouter. Vendredi 15 septembre 1916. 3, 4, 5. La voix de l'arbitre réverbère dans son oreille, l'exhorte à quitter le sol où il est pourtant si bien. Commande, Bouvier, get up. 6, 7, 8. Napoléon Bouvier se lève, mais il se lève un petit peu trop vite. Sa tête tourbillonne. À quelques pas de lui, Alfonso Bunelli, un boxeur du nouveau quartier italien, l'attend courbé comme un cobra, prêt à bondir de nouveau et à lui asséner un autre droite qui l'enverra sur le tapis pour de bon cette fois. La rumeur au sujet de l'Italien se confirme. Il cogne non seulement fort, mais vite. Ding, ding! La cloche retentit pour signaler la fin du troisième round. Napoléon, toujours étourdi, se traîne jusqu'au coin où son entraîneur, Fred Bélanger, l'installe sur un tabouret. Rapidement, il lui produit des soins. Le jeune boxeur reprend ses esprits. Tu feins pas assez, Napoléon. Danse plus si tu veux éviter les coups sur la gueule. L'Italien s'emporte quand il l'attaque. Il se laisse ouvert dans ce temps-là, comme Napoléon acquiesce par un geste de la tête, puis même s'il a très mal, il ne se sent pas fatigué, puis il pense qu'il peut encore danser. La cloche sonne une fois de plus, puis Napoléon dit « Ah, déjà? » Néanmoins, le boxeur se lève et se rend au centre du ring affronter Bunelli. On saute parce qu'il y a une étoile, là, on vous parle de quelqu'un d'autre pendant que ça se passe. Elle ne vient pas à bout de se décider. Aller au match, pas aller au match. La seule fois qu'elle a osé se présenter à un match de Napoléon, la violence de l'affrontement l'avait estomaquée au point où elle s'était presque évanouie. En plus, de nombreux travaux scolaires retiennent l'attention de Corinne Sirois, notamment un examen de latin à préparer pour le lendemain. Alors, Corinne, qui veut être enseignante, là, je le dis d'avance. Les traits de son visage joufflu, encadrés par de beaux cheveux châtains, se renfrognent. Les yeux pétillants de la jeune étudiante vont du livre du latin au calendrier, au livre, au calendrier sur le mur de la chambre qu'elle partage avec ses deux petites sœurs, Simone et Albertine. La date du 16 septembre, aujourd'hui, la fête de Napoléon, cette date est encerclée. Qu'est-ce qu'elle va faire, Corinne? Elle n'aura pas la chance de faire grand-chose. J'ai commencé l'histoire en vous disant que nous sommes le 15 septembre 1916. Ça fait 2 ans que quelque chose de catastrophique est commencé, donc la Première Guerre mondiale, mais en 1914, on n'est pas encore là, les Canadiens, mais c'est là qu'on commence à... Bref, Napoléon Bouvier, franco-ontarien, à une époque où une grande francophonie en Ontario, il quitte le ring pour rejoindre un rang. En gros, c'est ça. Il n'a pas le choix, de par son âge, de par sa stature et de tout ce qu'il peut faire pour le pays. Il rejoint l'armée canadienne en Europe, où les Canadiens avaient un accueil triomphal jusqu'à temps qu'ils se rendent. Puis ils se disaient, oh, mais ça doit pas être. Puis là, ils se rendaient compte c'était quoi les tranchées, la boue et les rats. Il est chanceux parce qu'il revient de la guerre. Mais comme aujourd'hui, on peut parler de troubles post-traumatiques, à cette époque-là, on ne savait pas ce qu'on savait aujourd'hui de tout ce qui est les troubles par rapport à la maladie mentale ou au psychique ou qu'importe. Fait qu'il va revenir du front blessé physiquement et psychologiquement. Dans un climat où, quand il revient quelques années plus tard, est devenu francophobe. C'est un climat complètement francophobe.
Puis lui, en plus d'être un peu failé, puis d'être amoché, il retrouve même pas aucune sympathie. Mais là, l'horreur de la guerre n'est pas finie. Parce que quand il revient en 1918, qu'est-ce qui se déclenche en octobre 1918 au Canada? La grippe espagnole, n'est-ce pas? Alors, il y a 50 000 personnes au pays qui meurent par ce fléau. Napoléon, à travers son périple de survivre dans cet environnement et de régler ses soucis et de se remettre en forme parce qu'il y a toujours le rêve de la boxe qu'il a dû abandonner pour son pays qui ne le traite pas très bien à son retour, si je peux me permettre. Et puis ça il y a des choses qui n'ont pas changé. Hein. Les vétérans, des fois, il y a beaucoup d'itinérance parmi les vétérans canadiens à ce jour. Bon, je ne vais pas m'emporter. Il retrouve Corinne. Est-ce qu'elle est devenue enseignante depuis ces années? Est-ce qu'elle a pu? Est-ce qu'elle enseigne le français si elle enseigne ou est-ce qu'on lui a demandé d'aller ailleurs? Et il va avoir une autre amie, j'oublie son nom, mais c'est quoi son nom? Je le sais, qui est en quelque part en plus sur ma feuille. Julie, qui est une infirmière militaire. Et là, on découvre c'est quoi une infirmière militaire et ce à quoi elles peuvent devoir faire face. Des boucheries, parce que des bombes qui t'enlèvent, je veux dire, c'est pas une coupure fine, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer au soldat Bouvier à travers tout ça dans son périple franco-canadien au retour de la Première Guerre mondiale? Je vous lis la phrase de la fin. Non, juste avant. Au microphone, le présentateur annonce le nom du vainqueur. Napoléon Frenchy Bouvier, gagnant par KO. Alors, le livre s'appelle « La Première Guerre de Toronto » de Daniel Marchildon. C'est un roman historique qui est étonnant parce que ça marie deux faits historiques qui se sont vraiment passés. Et si vous avez remarqué dans l'extrait que je vous ai lu, son entraîneur, il dit « Va battre l'Italien ». Puis j'ai lu ça, là, puis ça passait comme dans le beurre. Ça n'avait pas été un Italien, mais j'avais dit « Va cogner sur le ». Est-ce que ça aurait aussi bien passé? Utiliser un autre mot. Si ça n'avait pas été un Italien, mais quelqu'un d'autre, vous voyez, là, il traite d'Italien comme il a dit « Va taper sur le chinois ». Je m'en tiens à ça, là, parce que c'est pas... Bon. Mais ça aussi, il faut avoir ces réflexions-là. Dans un livre qui est lu dans plusieurs écoles, Anne-Marie l'a lu, elle ne le connaissait pas. Et puis, ça dit... Et puis, c'est un livre, quoi, des années 90, c'est pas... Il fume comme un Indien, puis là, ça continue, puis on lit comme si de rien n'était. Mais est-ce que maintenant, il faut le mentionner avant de le présenter, qu'il y a une phrase qui dit ça dans le livre? Si oui, il aurait fallu que je le fasse avec l'italien. L'italien ne veut pas se faire traiter. Il y a un nom aussi. Donc, vous voyez, tout ça, comme Frenchy aujourd'hui, là, ça passe, puis il était fier de ça à la fin, parce qu'il se fait appeler Napoléon Frenchy Bouvier, mais c'était un honneur parce que le Frenchy avait, bon, il avait gagné, mais aujourd'hui, traiter quelqu'un de Frenchy, dépendant où tu te situes géographiquement, c'est peut-être pas tout. Donc, il faut lire ça parce qu'il n'y a personne qui doit se faire traiter de bon, alors qu'il y a un prénom. Mais ça, c'est une subtilité qui est passée comme dans le beurre, mais je voulais juste qu'on ait la réflexion de ça. Il est 4h20, là, ou presque, et des 18 et des poussières. Alors, Anne-Marie, je te laisse la parole. Je sais qu'on avait dit un dernier, mais je veux juste faire une petite mention. Voyons où est-ce que je l'ai mis. Parce que il y a une série que je voudrais juste mentionner. Je ne vous raconterai pas toutes les histoires, OK? Mais c'est quand même rare qu'on a de vrais romans policiers dans des collections pour ados. Et on en a une série de romans policiers dans la collection 14-18, puis c'est la série de Claude Foran. Ici, j'ai le titre « Ainsi parle le Seigneur », et ce n'est pas une erreur, c'est une faute, Seigneur, écrit comme ça avec AI, mais c'est une faute qui est voulue, là, c'est expliqué dans le livre.
Du même auteur, vous allez avoir Cadavre à la sauce chinoise, vous allez avoir On fait quoi avec le cadavre, vous allez avoir aussi Un moine trop bavard. Donc, vous allez retrouver dans tous les tomes l'inspecteur Roméo Dubuc et ça se passe à Chesterville, au Québec. Puis, en fait, là, entre vous et moi, On fait quoi avec le cadavre? Pardon, c'est un recueil de nouvelles, donc qui est à l'extérieur de la série des Roméo Dubuc. Entre vous et moi, c'est des romans policiers avec des enquêteurs adultes qui font des enquêtes sur des meurtres d'adultes, là. Pourquoi on appelle ça jeunesse? Parce qu'on n'a pas de roman comme ça dans la littérature jeunesse. Alors, on a décidé de le placer dans une collection jeunesse pour tout simplement en offrir aux ados qui ont besoin d'en avoir, entre autres pour l'enseignement, parce que c'est un genre littéraire qu'on voit dans le programme d'enseignement. Moi, je vais vous le dire, c'est les livres que ma blonde a apportés en voyage, là. Elle a lu ça sur le bord de la plage cet été. C'était sa lecture de romans policiers, puis elle a beaucoup apprécié plusieurs des ouvrages, notamment les romans. Puis au niveau du recueil de nouvelles, elle m'a dit il y a vraiment des nouvelles là-dedans qui pourraient être utilisées comme prises une après l'autre, là, individuellement, pour peut-être donner le goût de la nouvelle policière aux jeunes. Alors, sachez que ça existe une série, puis vous en avez peut-être lu là, les séries avec l'enquêteur Adamsberg qui a ses petites particularités de Fred Vargas, qui a ses petites particularités, puis qu'on retrouve les séries avec Maud Graham de Christine Brouillette. Bien, c'est ça, c'est un enquêteur avec ses particularités à lui, sa personnalité, ses défauts, parce que les enquêteurs ont tout le temps des défauts, ses acolytes. Vous allez retrouver cette ambiance-là dans les romans de Claude Forand et qui peuvent donc être mis à l'étude. Voilà, on aurait 1 million d'autres livres à vous présenter, mais je pense qu'après ces 2 journées de présentation de livres, peut-être que vous êtes saturés. Vous avez de la lecture, j'en suis certaine, pour les 2 prochains jours, là, la fin de semaine. Et on se reparlera lundi. Avez-vous des questions, des commentaires avant qu'on se quitte pour la fin de semaine? Anne, je t'en prie. Oui, tu sais, Anne, je suis comme Hermione, moi, j'ai toujours la même vie. Merci. Merci à vous deux. Vous êtes incroyables. Moi, j'ai pris beaucoup trop de notes, là. Je suis en train de courir après mes minutes, là, mais toutes les minutes de livre seront dans les livres prochainement. Mais vous êtes incroyables. Merci. Ben, Anne, merci. Puis je vais te dire, c'est aussi des collaborations comme on a ensemble qui nous nourrissent et qui nous motivent à justement coordonner des journées comme ça. Parce qu'après, on voit ce que toi, tu fais avec les livres. Ça fait effet boule de neige. Et au final, c'est pour se retrouver entre les mains d'un jeune qui va le lire. Donc, notre mission à toutes et tous ici, elle est commune. Elle est honorable quand même. Et puis, de ma part, c'est moi qui vous remercie. S'il y a d'autres questions, commentaires, sinon, je vous souhaite un bon voyage à travers vos lectures. Puis je le sais, je me répète, mais je vous souhaite de belles lectures au pluriel. Plein de S, là, beaucoup de pluriel, plein de lectures. Et surtout, on a hâte de vous revoir le 28 septembre. Oui, merci Nicolas de le rappeler. 28 septembre, on va lancer les invitations sur nos réseaux sociaux et par courriel. Vous la recevrez sans doute. Puis aussi, je voulais vous dire, on se déplace dans les centres de services, les services aux collectivités, des librairies, dans les districts scolaires. On fait des rencontres virtuelles. Puis quand on fait des journées de présentation comme ça, là, c'est gratuit. Invitez-nous, on va y aller rencontrer votre monde pour parler des livres. On aime tellement ça. Et on remet ça, comme tu l'as dit, Nicolas, le 28. D'ici là, je vous envoie en fin de journée, là, début de nuit, les capsules vidéo des 2 dernières journées. Donc, vous allez pouvoir tout réécouter, peu importe à quelle journée vous étiez inscrit. Bonne fin de semaine et bonne lecture. Merci.